Un homme? Oh non. Ça doit pas être évident parce que j'ai essayé de me mettre à la place des hommes, mais être un homme, non. Je voudrais pas. Déjà, il doit se faire l'armée, hein. Ça c'est un truc qui me plairait pas du tout. Quand j'étais jeune, je l'ai souvent pensé, si seulement j'étais un homme, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. On n'a pas pu faire du ski, on ne pouvait pas faire du vélo, on n'a jamais pu rien faire, les filles. Alors là, j'ai beaucoup, beaucoup envié les hommes. Et je crois que si je reviens une prochaine fois sur la vie, je reviendrai certainement en homme, parce que je l'ai tellement désiré et j'ai tellement jalousé les hommes, parce qu'eux, ils avaient beaucoup plus de liberté que nous. Nous, on était trop tenus pour tout. Autant quand j'étais petite, je voulais être un garçon, autant lorsque je me suis découverte une femme et commencé à avoir des relations, j'ai aimé être une femme, encore plus quand j'ai eu des enfants. J'ai adoré être enceinte. D'ailleurs, j'adorais tellement que j'étais énorme, tellement grosse. Et j'ai adoré être une femme et j'aime toujours plus être une femme. Et c'est juste pour moi, en ce moment de ma vie, juste merveilleux d'être une femme. Je suis une femme têtue, combattante. Originale. Je suis une femme cohérente. Libre. Curieuse. Je suis une femme à plusieurs facettes. Joyeuse, mais complexe aussi. Alors, je suis une femme... comment expliquer ça? Peut-être exigeante. Assez enthousiaste. Pour moi, ça suffit de dire je suis une femme. De montagne. Battante. Énergique. Forte. Je suis une femme entière. Je pourrais dire que je suis une femme pétillante et positive. J'ai téléphoné à ma mère dans une cabine téléphonique parce que je voulais lui dire que j'allais rester là au bord du lac. Parce qu'on avait passé une journée probablement à nager. J'avais 14 ans. Donc c'était assez tard. Et je téléphone à ma mère et ma mère me dit « Ah, mais t'as pas remarqué quelque chose ?» Et je lui dis « Non, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué quelque chose dans ta culotte ?» Puis non, elle me dit « Ah, parce qu'il y avait du sang dans ta culotte. » Et j'étais très, très heureuse, parce que je pense que je devais être une dernière de la classe à avoir les règles. Et je me souviens très bien que je suis sortie de la cabine téléphonique, puis il y avait probablement mes amis, j'ai dit « Ouais, j'ai mes règles !» Donc j'étais très contente. I was not comfortable with what happened because I was in school. And I was in a co-educational school where there were boys as well. And I remember I was waiting for my bus. And suddenly I noticed that, people are watching me and laughing. And then, because I didn't realize something was happening. And then when I saw it, I was crying in the corner and I didn't want to move. I just froze in that corner. And I remember the principal of the college had to call my mother to come to school to fetch me because I didn't move. I didn't come out of the toilet. I was just inside the toilet crying and shaking because I did not know what to do. I didn't want to face or show the boys that something has happened. And my mother came, she picked me up, and when she explained, she told me, it's normal, it has happened. But because she had not explained that, the things that she started telling me when we were driving back home, because she had not told me those things in the past, I said, you could have told me in the past, I would not have been so uncomfortable. Pour mes règles, je les ai eues très tard. Pour moi, vers les 16 ans. J'ai longtemps cru qu'il y avait peut-être un problème, quelque chose comme ça. Et d'une fois qu'elles se sont manifestées, elles étaient extrêmement fortes. Au point où je devais rester plusieurs jours à la maison. J'ai passé de gynécologue en gynécologue. Tout le monde me disait que c'était normal d'avoir mal, que j'étais un peu sensible et qu'il fallait prendre des anti-inflammatoires. Ce qui m'a étonnée, c'est que, en contrepartie, mes enseignants, quand ils ont vu comme j'étais pliée en quatre en train de pleurer au fond de la classe et que je ne pouvais pas tenir le coup, c'est eux, en fait, qui ont fait la démarche, qui ont été vers ma direction, qui leur ont dit, écoutez, elle est dans cet état. Ils ont même, une fois, ils m'ont dit, maintenant tu viens, on montre l'état dans lequel tu es. Et j'ai eu droit à des dispenses. Tous les mois, si j'étais malade 3-4 jours, malade, absente, à cause de mes règles, c'était accepté, ça ne comptabilisait pas. Donc j'ai vraiment eu droit à un soutien de la part
de ces enseignants et de la direction, parce que même si je n'avais pas de diagnostic, ils voyaient que c'était pas tenable, que c'était pas possible. Et c'est resté comme ça pendant des années. Jusqu'à mes 27 ans, on a trouvé des solutions plus naturelles, on a essayé de chercher, de questionner, parce que c'était pas normal. Et j'ai eu le diagnostic d'endométriose. J'avais entendu, lu des choses au-dessus, pas au-dessus, des choses à propos de ça, et j'avais réfléchi moi-même en me disant c'est bien possible que ce soit ça, parce qu'il y avait ces crampes qui étaient extrêmement fortes, aussi des douleurs en dehors, mais je ne pouvais pas me poser un diagnostic moi-même. Et de pouvoir être entendue, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi, parce que là, depuis 1 an, j'ai un traitement exprès pour l'endométriose, et j'ai plus de douleur depuis 1 an. Quand ma gynécologue, elle m'a dit que ces problèmes d'aménorrhée étaient probablement dus à un blocage psychologique, ou alors en tout cas avec un problème avec ma féminité, et c'est vrai que c'était très dur comme phrase, et que ouais, ça m'a quand même un peu chamboulée. Et d'ailleurs, quand je vais pour les contrôles maintenant chez la gynécologue, j'essaie toujours de m'habiller un peu mieux que d'habitude pour pas que j'ai trop des remarques. Pour moi, la virginité, justement, c'était plus un fardeau, parce qu'il fallait que je m'en débarrasse, parce que ça me choque de dire ça. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'était assez choquant de dire ça, mais parce que quand j'étais jeune adulte, j'avais peur de perdre ma virginité en me faisant violer. Et donc, comme pour moi, si c'était normal qu'un jour j'allais me faire violer, et donc pour moi, il fallait vite que je la perde, mais avec quelqu'un que je veux, que je décide où, quand, comment. Et donc, j'ai eu ça. Mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, justement, que j'avais ça en tête. Et là, ça m'a fait bizarre de me dire que moi, jeune femme, j'avais cette pensée que le viol était quelque chose, un passage obligé pour la femme. Et c'est vraiment ça que j'avais en tête. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Mon premier copain, dont je suis tombée très amoureuse, j'avais 16 ans. Et ma sexualité. Et moi, étant très chrétienne et catholique, et étant un petit peu... ma grand-maman qui m'a beaucoup marquée, dans la religion catholique, on ne fait pas l'amour avant de se marier. Et pour moi, c'est un péché mortel. Et ouais. Donc, mon premier copain, qui avait déjà eu bien des copines, et qui avait 3 ans de plus que moi, et on ne voyait pas les choses de cette façon-là. Et donc, on a fréquenté pendant 7 mois. Et un jour, il en avait juste trop marre. Donc, je crois qu'il m'a un petit peu forcé la main. Et en fait, je me rappelle que j'étais couchée, puis je me suis dit, OK, péché mortel? Non, ce sera l'homme de ma vie, donc il n'y aura pas de péché mortel. Et puis ça s'est très bien passé comme ça. Voilà. C'était comme ça. Exactement comme ça. C'était pas... c'était cool. Ma première fois, c'était cool. Mais ça m'a pas non plus laissé un souvenir d'une émotion physique incroyable. C'était sympa, quoi. Voilà, c'était sympa. Heureusement, par la suite, ça s'est quand même amélioré. Si je dois être honnête, la place du plaisir dans mon couple maintenant, oui, peut-être ça n'occupe pas la première place. Parce qu'on est toujours trop occupés, en train de courir, il y a les enfants, les occupations, les préoccupations, les horaires. Donc, si on arrive à avoir beaucoup d'énergie quand on se retrouve, ça peut revenir, remonter la place, mais sinon, c'est pas toujours évident. Les devoirs de femme, c'était d'accepter son mari quand il voulait faire l'amour. Même si la femme ne voulait pas, on devait se soumettre. C'était comme ça. On s'était mariés pour le meilleur et le pire.
Entre mon amour actuel, je l'ai rencontré la première fois à 18 ans. Il était trop vieux pour moi. Il a 14 ans de plus que moi. À 18 ans, ça me paraissait énorme. Après, je l'ai re-rencontré à 23 ans. Je le trouvais toujours un peu trop vieux. Et puis quand je l'ai rencontré à 36 ans, je me suis dit non, mais là, faut que je l'essaye, quoi. 3 fois, c'est pas possible autrement, quoi. C'est un signe. Et puis voilà. Et puis je me suis dit, zut, j'aurais peut-être dû l'essayer plus tôt. La plus belle rencontre de ma vie, j'avais 30 ans. Et c'était un artiste. Et nous étions follement amoureux, lui aussi. Mais lui ne voulait pas être heureux, c'était un être tourmenté, parce qu'il refusait le bonheur, parce qu'il disait, c'était son choix, qu'être heureux, ça l'empêchait de créer pleinement. Ça a été une épreuve terrible, parce que c'était le plus bel amour de ma vie. C'est un amour qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours. Il est décédé il y a très peu de temps. Mais pour finir, c'est devenu une belle amitié et on se rencontrait. Mais c'était une épreuve terrible parce que quelqu'un qui veut rompre parce que vous lui plaisez plus, parce qu'il vous trouve sotte, parce que si, parce que vous l'enquiquinez, tout ça. Mais quelqu'un qui veut rompre parce que vous êtes la femme de sa vie et qu'il vous aime et qu'il ne veut pas être heureux, c'est difficile. Mais ça m'a appris à aimer, à aimer aussi en prenant ses distances. L'amoureux du moment, j'espère que c'est l'homme de ma vie parce que on s'entend vraiment bien, on a des points communs et des points sur lesquels on ne se ressemble pas du tout. On se complète assez, puis je m'entends bien avec sa famille, il s'entend bien avec ma famille. Du coup, j'espère vraiment que ça peut durer pour toujours. Je crois que je me suis jamais sentie aussi femme que quand j'étais enceinte. J'adorais avoir ces grands seins qui me faisaient sentir vraiment comme une femme. Ce ventre grandir, et puis ces moments où le bébé bouge et puis tout le monde veut mettre sa main sur le ventre. D'ailleurs, à un moment donné, je crois que je me suis dit, j'aimerais toujours être enceinte et toujours avoir un bébé en poussette. J'adorais allaiter mon bébé, mon fils. Je le prenais partout et c'était génial. J'avais besoin de rien. J'avais juste besoin de mes seins. Et aussi, quand j'ai eu ma fille, dès que j'ai accouché, j'étais comme avant. J'étais toute mince et avec ses gros seins, j'adorais. Et j'adorais faire l'amour quand j'étais enceinte. Je ne sais pas, ça devait être les hormones. Je ne voulais pas d'enfant. Moi, j'avais que les chats en tête. Je trouvais ça extraordinaire. Et on parle de cette fameuse horloge biologique. À 29 ans, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que tu penses si on pourrait mettre en route un bébé ? Puis il me dit, comment ça ? Ouais, pourquoi pas ? J'ai une envie comme ça qui arrivait. Tac ! C'était en l'espace de 2 mois, j'étais enceinte. Ça a basculé, clac ! J'ai adoré ce sentiment de tout à coup être à 2 et d'avoir pleine conscience, d'avoir un devoir de protection vis-à-vis de cet être qui est un être à part entière dès sa conception. Et le fait de prendre soin de soi pour prendre soin de lui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. Quand j'étais enceinte de Célestin, j'avais, il me semble, accepté toutes les possibilités. Même que peut-être il ne pourrait pas vivre. Mais quand j'ai vu ce petit bonhomme, ça a été différent.
pour moi, il fallait qu'il vive à tout prix. Là, c'était un choc émotionnel. C'était juste pas possible qu'il meure. C'était la vie avant tout. C'était les projets. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance, mon mari et moi, parce que on a été extrêmement rassurés. Célestin allait bien. Et puis on allait pouvoir le préparer à cette première opération. Donc on a partagé 9 jours. Bon, beaucoup de doutes aussi, d'incertitudes, mais aussi beaucoup de plaisir à aller le voir. Tous les matins, quand on se réveillait, on avait cette pulsion. Il fallait qu'on aille vers ce petit et qu'on passe du temps avec lui. Son grand frère a pu le rencontrer, a pu lui faire des caresses sur le visage. Et ça, c'était des moments d'une grande intensité. Et puis après, il y a eu le jour de cette opération. Un moment charnière. Mais c'était aussi le moment parce qu'on ne pouvait pas attendre plus. Il fallait aider ce petit cœur. Et l'instant où on a pu accompagner Célestin, c'était des longs corridors où on devait pousser son petit chariot. Et tout d'un coup, là, il y a tout qui va très vite. Et c'est un peu la panique. Et au moment où on l'a laissé au corps médical, ce petit garçon, il a tourné sa tête vers nous et il nous a regardés. Et pareil, comme à sa naissance, il s'est mis à hurler. Voilà, c'était vraiment un grand moment et pouf, beaucoup de peur et en même temps beaucoup d'excitation parce que les choses avaient vraiment démarré là. Et alors on savait que ça allait durer 4-5 heures. Donc là, on a pris notre grand garçon et puis on a été manger une glace, on a été se balader dans l'attente d'un téléphone. Entre deux, on est quand même retourné à l'hôpital pour avoir des nouvelles et apparemment, ça se passait pas trop mal. Et voilà, donc on a attendu, on a élaboré plein de projets, on se réjouissait d'aller le revoir. Jusqu'au coup de téléphone où là, on nous a annoncé que ça se passait pas bien. Que le petit cœur de Célestin, il n'arrivait pas à résister. Et on est retourné en courant à l'hôpital, on a attendu dans une pièce. Et là, pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Et effectivement, on nous a rendu notre petit garçon mort. Et ça a été très, 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 très dur de laisser son enfant vivant et de le récupérer mort. C'était un scénario que j'avais même pas imaginé. J'avais pu imaginer que son état allait se dégrader, mais qu'on aurait pu rester à côté de lui, qu'on aurait pu l'accompagner jusque dans la mort. Mais ça... Ouais, là, ça a été la fin. Notre petit, il s'appelle Axel. On a eu, comme je disais avant, la chance qu'il soit né en vie. Et du coup, on a pu le reconnaître aux yeux de la loi, encore une fois. On a pu l'inscrire dans notre livret de famille. Et s'il était né décédé, on n'aurait pas pu le faire parce que pour l'inscrire dans le livret de famille, il faut qu'il fasse 500 grammes au minimum ou qu'il soit à 24 semaines. Et lui, il faisait 420 grammes et il est né à 22 semaines. Et la seule façon de pouvoir le faire vivre, en fait, et l'inscrire noir sur blanc, c'est qu'il naisse en vie. Et on a eu la chance, il est né en vie. Et c'était... ça paraît peut-être bête, j'en sais rien, mais c'était tellement important pour moi qu'on ait le droit
de reconnaître notre fils à part entière. Parce que je l'ai mis au monde, comme j'ai mis au monde mes autres enfants. Et voilà, et j'ai eu un accouchement par voie basse normal. Et il est venu vraiment comme tout enfant vient. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir l'inscrire dans notre livret de famille. Il fait partie de la famille. J'ai 3 enfants. J'ai 2 enfants sur Terre et un enfant spirituel dans le ciel, mais j'ai 3 enfants. C'est sûr. Alors la relation que j'ai avec mon papa, elle est plus difficile que celle que j'ai avec ma maman. Parce que, avec mes mots, je dirais qu'il m'a abandonnée. Parce que il a appelé une fois à la maison alors que j'étais chez ma mère. Et puis il a dit comme quoi il ne revenait pas nous rechercher. Et ma maman, elle lui a dit comme quoi il pouvait trouver une autre date. Et il a dit qu'il ne voulait plus jamais venir nous rechercher. Et finalement, maintenant, il essaye toujours de revenir vers moi, en tout cas. Et moi, j'arrive plus à aller vers lui parce qu'il m'a énormément blessée. Mes enfants ne sont pas si... Comment je pourrais dire n'ont pas reçu autant d'amour que j'aurais voulu leur donner. J'en étais incapable, j'arrivais pas à leur donner parce que j'en avais pas reçu. Ma fille me donne beaucoup d'affection, donc c'est différent. Mon fils, maintenant qu'il a 20 ans, commence à m'en donner et donc je lui donne en retour. Mais s'ils venaient pas vers moi, je leur en donnais pas. J'arrivais pas en fait à aller vers eux. Quand j'ai appris qu'elle était malade à l'hôpital, que c'était vraiment grave, j'ai appelé mon frère, on a été la voir. Et quand elle nous a vus, la première chose qu'elle a dit, « Ah non, pas les deux en même temps ». Et bon, c'est déjà choquant en arrivant dans la salle. Puis après, elle m'a dit, « Ah mais moi j'avais oublié que j'avais des enfants ». Puis là, je suis arrivée vers elle, je lui ai mis la main sur l'épaule, puis j'ai dit, « Mais t'as jamais oublié que t'avais des enfants, c'est pas possible ». Puis là, elle a commencé à pleurer. Mais c'était violent quand même d'entendre ça. Moi, j'ai eu l'impression toute ma vie de recevoir des coups de poignard dans le ventre. Et là, c'était de nouveau la même chose. Donc, en partant, je lui ai dit, je reviens plus si tu m'appelles pas. Et elle m'a pas appelée pendant longtemps. Elle a dit à ma belle-sœur, appelle Marlène, dis-lui que je l'aime. Et ma belle-sœur, qui est quelqu'un d'extraordinaire, elle lui a dit, non, c'est toi qui dois le faire. Mais elle n'a pas réussi à le faire. Et moi, je partais avec un groupe, je guidais un groupe au Népal à l'automne. Une tante m'a appelée en me disant, si tu veux revoir ta mère vivante, va la voir avant de partir. Je ne pouvais pas, elle ne m'avait pas appelée. Donc j'étais quand même déchirée entre j'y vais pas, et en me disant, mais si j'y vais et que je reçois un coup de poignard encore dans le ventre, je dois guider pendant 3 semaines. J'ai pas un thérapeute avec moi comme ça dans la poche, quoi. C'était difficile et j'ai décidé de pas y aller, de lui écrire une carte depuis l'aéroport pour lui dire que j'allais au Népal parce qu'elle avait été là-bas, elle avait beaucoup aimé ce pays. Et là-bas, j'ai été voir les moines bouddhistes dans tous les monastères, je mettais des bougies, je faisais des prières pour elle, juste pour qu'elle ouvre son cœur. Et quand je suis rentrée, elle m'appelait toujours pas. Je savais qu'elle était au stade final. Et puis, en fait, je me dis, mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et puis là, c'est comme si j'ai reçu un petit nuage sur la tête qui m'a dit « biscuits ». Et puis, je me suis dit « ah bah oui, je lui fais des biscuits pour Noël ». Et parce qu'elle faisait des biscuits à Noël pour mon frère et pour moi.
Et du coup, je lui ai fait des biscuits, je les ai amenés à l'hôpital avec une petite carte pour lui dire que je lui souhaitais un beau Noël et que je faisais des vœux de paix. Et elle m'a appelée. Les biscuits, ils étaient magiques. Et ça a été grandiose. Parce qu'on ne s'est jamais compris. Pendant 50 ans, j'ai vécu sur cette terre sans rencontrer ma mère. Je rencontrais une paroi, mais j'ai toujours su que derrière, il y avait un être sensible. Et puis les biscuits, ils ont fait le chemin. Et quand je suis arrivée vers elle, elle m'a tendu la main, en me disant « Oh, toi, je t'ai toujours tellement aimée. » Et puis moi aussi, je lui ai dit « Moi aussi », puis on s'est tellement mal comprises. Puis là, elle me dit bien sûr, avec ce foutu caractère. Et je croyais que c'était de nouveau de moi qu'elle parlait, comme elle l'avait toujours fait. Puis là, je lui ai dit « Mais je ne suis pas venue pour entendre des reproches, je suis venue pour faire la paix. » Et puis là, elle m'a dit « Mais pas toi, moi. » Donc le monde avait changé. À l'adolescence, j'ai décidé d'écrire à mon père parce que finalement, il était toujours présent dans mon esprit et j'avais envie d'en savoir plus. Donc j'ai commencé à écrire des lettres auxquelles je n'avais pas de réponse. J'en ai pas écrit beaucoup, mais j'en ai quand même écrit quelques-unes et je n'ai jamais eu de réponse. Ma maman me disait qu'il versait une pension et que peut-être il la verserait jusqu'à 18 ans et que peut-être lors de la dernière pension, il me mettrait peut-être un mot sur la vie bancaire, ce qu'il n'a pas fait. Donc j'ai continué à lui écrire sans jamais avoir de réponse. Voilà. Adulte, j'ai décidé de continuer à lui écrire, beaucoup moins régulièrement. J'ai eu des périodes de colère parce qu'il ne répondait pas, donc j'ai commencé à envoyer des cartes postales en me disant que s'il vivait avec quelqu'un, cette personne pourrait peut-être voir aussi que j'existais. Et finalement, un jour, j'ai décidé de l'appeler, tout simplement. J'ai trouvé son numéro de téléphone, c'était le début des portables. J'ai eu son numéro de portable tout de suite et j'ai décidé de l'appeler. Avant de le faire, j'ai appelé ma mère, qui a toujours été adorable. Elle n'a jamais rien dit de mal à son sujet. Elle n'a jamais été insultante, elle n'a jamais dit de gros mots à son sujet. Elle en disait peu, mais elle n'a jamais été insultante. Et là, je l'ai appelée avant d'appeler mon père en lui disant « je vais l'appeler ». Puis là, pour le coup, elle m'a dit « méfie-toi ». J'ai jamais rien dit de méchant vis-à-vis de lui, mais méfie-toi de lui. Je pense que c'est pas quelqu'un de bien. Je t'aurais prévenu. Puis moi, j'étais un petit peu remontée en lui disant « ouais, t'es jalouse que je l'appelle, t'es pas contente, ça te touche, donc du coup, ça te blesse ». Et elle m'a dit « non, je pense pas, je pense que c'est bien que tu le fasses pour toi ». Et voilà. Et effectivement, je l'ai appelé et ça n'a rien donné. Rien du tout, parce qu'il a été presque insultant. Il a dit, quand je me suis présentée à lui, il a dit « ah oui, j'ai eu un truc avec ta mère, il y a 25 ans. » Mais il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, je pense. Mais j'ai quand même insisté en lui disant que je ne voulais pas entrer dans sa vie, je voulais juste boire un café pour voir son visage et mettre mes yeux dans les siens. Il a refusé en prétextant avoir énormément de travail. Et j'ai insisté encore, et encore, et encore, jusqu'à un moment donné où j'ai dit « c'est pas grave, j'aurais essayé ». Et j'ai raccroché. Voilà, l'histoire de mon père. Grandir sans papa, ça veut dire que quand tu vas chez les autres, de voir un papa, c'est toujours drôle. Ça fait très bizarre. Il y a une autorité qu'on n'avait pas. On était des enfants très libres avec notre mère. Et de voir un papa chez les autres, ça m'a toujours beaucoup impressionnée. Et je me suis rendu compte de ça quand j'étais grande, hein. Bien grande. D'ailleurs, quand j'ai dit à maman que papa nous avait manqué, ça, elle avait une peine inouïe à accepter ça parce qu'elle disait avec tout ce que j'ai fait pour vous. Et je lui disais, mais tu peux faire tout ce que tu veux, mais remplacer la personne qui manque, tu ne peux pas. Il y a quelques semaines, je me baladais avec mon fils Anselme et on parlait des métiers. Et lui m'a dit, maman, quand je serai plus grand,
j'aimerais faire 7 métiers. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et de là vient l'échange sur le type de métier qu'il aimerait faire. Et oui, maman aussi a fait plusieurs métiers, donc voilà, tout est possible quand on le veut et quand on aime ce qu'on fait. Et dans la discussion, il ressort qu'on a oublié un métier qui était celui de maman. Et mon fils me précise, il me dit « Maman, je sais pourquoi on l'a oublié. » Et je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que tu comprends, ça c'est un métier d'amour. » Et voilà. Et pour moi, être femme, être mère, c'est un métier d'amour. Et le fait qu'il ne soit pas reconnu comme tel est pour moi la plus grande aberration et la plus grande agressivité contre le statut de femme dans le monde. Je crois que j'ai vraiment de la chance parce que mes activités professionnelles, je côtoie beaucoup d'hommes et je trouve que c'est des hommes ouverts, je trouve que c'est des hommes intéressés par nos propos. Par contre, c'est plutôt moi qui ai souvent des complexes en me disant « mais peut-être je suis moins active que les hommes, je suis pas active, je vais pas à autant de choses, je suis moins dans le milieu public, donc peut-être je suis moins intéressante. » Et c'est plus un complexe que j'ai, mais qui n'est pas induit par des réflexions, par un regard désapprobateur de l'homme. C'est plus un complexe, moi, que j'ai comme femme, de me dire, mais finalement, comme je suis beaucoup à la maison avec les enfants, comme je suis beaucoup à la cuisine, comme je suis beaucoup chez moi, peut-être que je suis moins intéressante, parce que je vis moins de choses à l'extérieur. Imaginez-vous qu'à l'époque, les femmes, nous n'avions pas le droit de vote. Alors je couvrais les événements politiques, je couvrais le Parlement valaisan, je couvrais, si vous voulez, je m'intéressais à tout ce qui se passait, et je n'avais pas le droit de vote. Donc au début, quand on m'a vu arriver, il y avait là, je me rappelle, le chef du parti politique dominant qui disait « la petite Varone, elle ne va pas nous enquiquiner longtemps, on va en faire une bouchée, puis elle va rentrer à la maison en pleurant. Hein. » Alors ça, c'est évident que ça, c'était extrêmement dur. Il fallu s'imposer, et puis on ne m'aurait jamais, jamais pardonné une virgule de fausse. Ça, c'est évident. On m'attendait au contour, on regardait, et puis après, comme j'ai dû m'imposer que j'étais une journaliste d'investigation, que j'avais un certain don pour l'enquête, on n'a pas dit, voilà, c'est une bonne enquêtrice, elle sait, voilà, non. C'était évident que comme femme, si j'avais des informations exclusives, c'est parce que j'avais la cuisse hospitalière. Ça, c'est bien clair qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Alors ça, c'était une belle bagarre. Et ça a duré pendant des années. On était devant un concert, simplement, et il y a un type qui m'a touché le cul, vraiment, et je me suis retournée, et c'était une bûche de 2 mètres, vraiment, et c'était dans un pays bon, qu'on parlait pas la même langue, bref. Et je lui ai dit, mais ça va ou quoi? Et le gars, il restait de marbre, il m'a regardé comme ça, avec un regard, tu veux faire quoi? Et je me suis sentie mais tellement vulnérable. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et surtout, on en parle de le sifflement de rue, l'agression sexuelle et tout, c'est quand même le grand débat de ces temps et tout. Mais que moi, j'avais jamais ressenti, à part... Voilà, les camionnettes qui passent à côté, les camionnettes d'ouvriers qui te sifflent quand t'es à l'arrêt de bus, voilà. C'est chiant, mais ça m'a jamais, foutu la rage et tout. C'était presque, voilà, on laisse faire. Mais là, à la fois là, je me suis sentie complètement démunie. J'ai même demandé à mes potes, mais vous pouvez faire quelque chose? Ils ont dit, mais non, c'est une bûche de 2 mètres, on peut rien faire. Donc, à part pleurer, je ne pouvais rien faire. Avoir un enfant handicapé, enfant, petit, facile, très simple. Facilement intégrable, tout le monde peut passer partout. Je m'en souviens la dernière fois que je suis allée au concert d'Henri Dess avec ma fille de 15 ans, qui était au milieu d'enfants de 3, 4 ans, puis qui commençait à chanter, à crier, à taper des mains. Tous les enfants se sont arrêtés de chanter. On regardait plus Henri Dess, on regardait Pauline, tellement qu'elle était impressionnante. C'était pas de la méchanceté, c'est de la curiosité. Et ça fait pas mal, parce que ce qui fait mal, c'est quand vous avez les parents qui tirent par le bras pour dire qu'il ne faut pas regarder. Ça fait mal. Pour moi, la guérison du syndrome Gilles Latourette, la première étape, c'est
une amie qui m'appelle, est-ce que ça te dit qu'on aille manger ou boire un verre? Je dis oui, sans dire, est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que les tables seront serrées? Est-ce que dans le restaurant, on entendra des échos? Est-ce que... Toutes ces 1000 questions que je me posais à la seconde ou pendant les 30 secondes que j'étais au téléphone, je me pose plus les questions. Et d'aller avec cette personne, boire un verre, manger un truc, c'est magique, quoi. Je pense que la plus grande épreuve que j'ai eue dans ma vie, c'est lorsque j'avais une personne proche qui était malade et qui ne voulait pas se faire soigner. Et pour moi, ça a été très difficile de voir cette personne qui était malade et qui... voilà, où je ne pouvais rien faire. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et c'est moi qui ai trouvé de l'aide auprès d'un groupe d'entraide. Et j'ai surtout appris à lâcher prise, à m'occuper de moi et à accepter l'impuissance que j'avais face à une personne qui était malade. J'ai envoyé le manuscrit racontant l'histoire des viols avec une lettre, accompagnée d'une lettre, et à mon agresseur. Et j'ai reçu en retour de sa part une lettre qui au moins attestait que quelque chose s'était passé et qu'il admettait qu'il y avait réellement eu ces événements. Et dans sa lettre, il y avait simplement un misérable pardon. Je suis désolée, je ne savais pas que je t'avais blessé, je ne savais pas que je t'avais fait du mal. Et cette réponse m'a semblé tellement misérable et tellement décevante que finalement, elle a été un point final à mes recherches et un point final qui m'a permis de me reconstruire après. Pour moi, il était mort ce jour-là, et je savais qu'à partir de là, tout était sur mes épaules et je pouvais me reconstruire, et tout dépendait de moi. Souvent, ma fille qui a 15 ans me dit « Maman, est-ce que tu peux grandir un peu ?» Mais non, en fait, j'ai pas envie de grandir parce que quand on grandit, on devient adulte et les adultes autour de moi, je les trouve pas très intéressants, je les trouve plutôt chiants. Ils osent plus rire, ils osent plus s'exprimer, ils osent plus aller s'amuser. Il y a plus beaucoup d'adultes au sommet d'un toboggan à aquapark. Et finalement, c'est ça d'être jeune. C'est que malgré les années, on continue à s'amuser, on continue à grimper sur les arbres, on continue à descendre des toboggans. Quand je me regarde dans le miroir, je vois le temps qui a passé, évidemment. Mais je suis contente de ce que je vois. Oui, je pense que j'ai fait mon job dans cette vie. Et qu'elle pourrait s'arrêter maintenant, ce serait bon, j'ai fait mon job. Mais bien sûr, j'ai pas trop envie qu'elle s'arrête tout de suite. J'ai encore plein de trucs à faire. J'ai des idées, j'ai plein de choses. Je mets en route toujours encore. Voilà. Mais oui, la petite Christine qui avait envie de se couper la tête quand elle se regardait dans le miroir. Maintenant, la vieille Christine, la grand-mère, elle est contente. Elle est heureuse. Je pense que j'ai de plus en plus ce sentiment de gratitude, de reconnaissance et de joie en moi. Ouais.
Voilà. Je pense que dans la vieillesse, même si on n'est pas éprouvé par une maladie grave ou douloureuse, c'est quand même un chemin où on doit laisser beaucoup de choses qu'on a aimées. Et c'est un chemin de dépouillement. C'est un chemin de pauvreté. On devient pauvre. Même si on a tout ce qu'il faut. Même si on est gâté par 1000 choses. Mais l'essentiel, c'est cette sorte de rencontre avec l'être humain qui vous aime. Et il y a cette sorte de flamme qui est là, qui transforme son regard et le mien. Ça n'est plus, ou très rarement. On est obligé d'être dépouillé de beaucoup de choses qui ont été importantes. Par exemple, j'aimais beaucoup aller au concert. J'adorais aller au théâtre. J'aimais suivre les cours en médecine qui m'instruisaient de ce qui se passe maintenant, actuellement. Eh bien, il n'y a plus de possibilité. Je suis maintenant dans mon appartement. Je peux, avec l'aide d'une compagne, faire une petite promenade de 25 minutes au maximum. Et autrement, je suis enfermée chez moi. J'ai la musique, je sais encore lire, je vois encore assez pour lire. Je n'ai pas des grandes douleurs, j'ai de l'aide. Et pourtant, je suis devenue pauvre. C'est comme ça. Mais la pauvreté, qui est un dépouillement de tout ce qu'on a eu, c'est une pauvreté où je n'ai pas faim, où je n'ai pas froid. Et pourtant, ce qui faisait un côté ensoleillé de ma vie n'est plus. Un message pour maman. Je t'aime. Et merci. Merci, 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 merci. 1 milliard de fois. Mam, je suis très fière de toi et j'adorerais que tu puisses te voir avec nos yeux parce que tu verrais à quel point tu es une femme formidable. J'aimerais lui dire 2 choses. Peut-être j'aimerais te demander pardon parce que tu as souffert à cause de mes choix. Et j'aimerais aussi te dire je t'aime. Tu as été une bonne maman.